Le travail de Ten Hag à United depuis son arrivée mérite d'être salué. Il arrive dans une équipe en perdition avec un effectif pas au niveau, une polémique concernant son joueur le mieux payé et malgré tout la saison en cours est assez impressionnante. Il a implanté pas mal de ses idées de jeu dans un nouveau 11 type, a réussi à remporter le premier trophée depuis 4 ans du club et toujours en lice en Europa League après avoir tabassé les Catalans, mais surtout il a réduit l'écart qu'il y avait avec Liverpool et Manchester City. Un sacré exploit, certains mettront ça au crédit des problèmes que connaissent ces deux équipes et ils n'auraient pas tort, mais ça reste deux rivaux historiques que beaucoup voyaient beaucoup trop loin pour United. Après des années compliquées, le club commence enfin à remonter la pente, retrouve petit à petit la place qu'il devrait avoir, et cette bonne période a donné de bonnes idées aux propriétaires, vendre. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision, que ce soit l'échec du projet Super League, les pertes liées au Covid pour un club qui dépend autant de ses revenus commerciaux et jours de match, la colère des supporters qui s'amplifie chaque année, mais l'événement Nexus, et pour beaucoup, la vente de Chelsea. Pas mal d'investisseurs ont tenté leur chance, ont compris qu'Abramovich était forcé de vendre, et ont profité de l'occasion pour enchérir en dessous du marché. Plus d'une centaine de personnes, de sociétés ou de groupes se sont intéressés à cette vente, 12 offres concrètes auraient été formulées, et au final, Chelsea est devenu le club de sport le plus cher au monde. Une vente autour des 3 milliards avec 1 milliard supplémentaire en investissement dans le club assuré. Une transaction qui a mis la lumière sur le business du football, qui a attiré des investisseurs, et aujourd'hui, pas mal de clubs d'Angleterre veulent en profiter. Liverpool a été l'un des premiers clubs cités dans la presse. Elliot Manager souhaitait s'ouvrir à une vente des parts du club, mais la plus grosse écurie, celle dont tout le monde a parlé, c'est évidemment Manchester United. Depuis 2005, le club appartient à la famille Glazers, une famille profitant de ses dividendes liés à un passé glorieux, ayant confié la gestion d'un club de football à un banquier d'affaires. Ed Woodward était l'homme de l'ombre, celui qui permettait aux Américains de payer le club en l'endettant de 500 millions, qui l'a maintenu à flot économiquement en empilant les prêts, les taux d'intérêt monstrueux et qui a grimpé les échelons pour obtenir le pouvoir d'un sportif. Là aussi, il s'est distingué par sa capacité à gérer l'argent, a offert d'énormes contrats à des joueurs qui ne l'ont jamais mérité, n'a jamais réussi à créer un effectif correct, n'a jamais compris l'importance d'apporter du soutien à ses coachs, et son départ a été un soulagement pour pas mal de supporters. Après avoir sorti Rangnick de Russie, pris un virage à 180 degrés en se liant à sa société, avec le Lokomotiv Moscou, le club a de nouveau repris un énorme virage et a donné énormément de pouvoir à Erik ten Hag. Pour faire court, en 8 mois, Manchester United a enfin fait quelques pas dans la bonne direction, et pour la première fois depuis Alex Ferguson et David Gill, la situation sportive est vraiment bonne. Les bases sont solides, devront être renforcées par des investissements au cours des prochains mois. L'idée des Glazers est donc de profiter de la bonne dynamique, de la porte ouverte par Chelsea pour lancer une guerre des enchères, comme celle que les Blues ont connue, et d'essayer de toucher l'offre à 6 milliards que la banque gérant la vente leur a promis. Mais pour l'instant, rien ne se passe comme prévu. Actuellement, 2 investisseurs se font la course et aucun ne souhaite aller plus haut que leur offre initiale. En tout cas, pour l'instant. Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani de la Banque du Qatar est l'un des 2 intéressés. Son offre est supérieure à 4 milliards, mais lui souhaiterait obtenir 100% des actions du club. Contrairement à Jim Ratcliffe, qui ne souhaiterait obtenir que les 69% détenus par les Glazers. Pour l'instant, les deux se regardent, savent que le club ne coûte absolument pas les 6 milliards espérés et vont pouvoir analyser les comptes du club pour se l'assurer. Manchester United est coté à la bourse de New York, ce qui nous permet d'estimer la valeur totale du club autour des 4 milliards, en comptant le prix du club et la dette. Au grand maximum, l'offre d'une des deux parties atteindra les 5, et si pour beaucoup il s'agit d'une somme immense, en analysant la situation, tu comprends qu'acheter Manchester United coûtera en fait bien plus. Sportivement, des investissements seront nécessaires, l'équipe a besoin d'au moins 3 grosses recrues qui ne seront pas couvertes par les ventes, va devoir prolonger pas mal de ses top joueurs en leur confiant un gros salaire comme Rashford, De Gea, Diogo Dalot, Luke Shaw, des investissements nécessaires pour pouvoir continuer à progresser sous Ten Hag. Mais extra sportivement, d'autres investissements seront nécessaires. Sous les Glazers, les infrastructures ont pris un sacré retard. Au lieu de payer pour rénover son centre d'entraînement, Woodward a financé celui de Leicester, et Old Trafford doit limite être détruit pour être amélioré. Si Ineos traîne l'échec Lausanne, et ce qui est pour moi l'échec Nice actuel, avec le PSG, les investisseurs venus du Qatar ont compris l'importance de ne pas surpayer. On fait beaucoup d'erreurs, et souhaiteraient enfin mettre le sportif en première importance. Bref, beaucoup de communication, voilà à peu près la situation de la vente. Les Glazers sont dégoûtés de ne pas pouvoir créer une guerre d'enchères, cherchent un 3e acheteur, mais sont aussi ouverts à d'autres solutions. Pendant que tous les médias parlent d'une grosse vente, dans l'ombre, les Glazers viennent d'augmenter le prix des tickets pour accéder au match. Une solution pour augmenter les revenus que la famille n'avait jamais utilisé, n'avait jamais souhaité l'utiliser, de peur de s'attirer les foudres des fans. En utilisant la lumière offerte par les ventes, en leur faisant croire que les années infernales qu'ont connues les supporters sont finies, la famille augmente ses profits et cherche une solution alternative pour obtenir de l'argent. En sous-marin, Elliott Management, banque détenant l'AC Milan et Liverpool, souhaiterait récupérer une partie des actions du club. Un achat de part minoritaire avec peu d'impact
impact sur les décisions sportives, ce qui plairait beaucoup à certains membres de la famille américaine, que cela leur permettrait de rester aux commandes. Au sein de la famille, deux clans existent, ceux qui souhaitent une vente totale, qui ont compris que la situation commençait à devenir tendue, que la vente du club serait une chose que même le gouvernement pourrait souhaiter au vu des emplois que cela créerait, mais les deux chefs de famille semblent vouloir continuer à signer les finances et les divisions de Manchester United pendant encore quelques années.